c'est à côté de la plaque. C'est clairement à côté de la plaque. Yomi, si tu veux apprendre efficacement et arrêter avec ce genre d'erreurs aberrantes, tu peux me contacter et on verra ça ensemble. Désolé, Yomi, Oussama, c'est tombé sur vous. Bonjour à tous, moi c'est Issa et sur cette chaîne on parle d'apprentissage et de savoir. Hier soir, je tombe sur le nouvel épisode du podcast de Yomi Denzel et Oussama Ammar. Et en baladant un peu pour voir les différentes sections du podcast et les différents sujets abordés, je tombe sur ça. Mémoire et apprentissage. Donc clairement un sujet en plein dans mon domaine. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce passage. On regarde ça tout de suite. Moi, je suis curieux, et même toi, Yomi, de savoir comment est-ce que tu arrives à apprendre et à retenir autant de trucs. Bon là c'est le premier truc un peu curieux et dont beaucoup de personnes finalement se poseraient la question, c'est comment apprendre en fait. C'est une vraie question. La plupart des personnes qui apprennent ne pourraient pas forcément avoir ce recul sur leur façon d'apprendre et dire moi j'apprends de telle façon. L'apprentissage c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, on n'a jamais appris à apprendre et du coup automatiquement quand on nous demande comment est-ce qu'on fait pour apprendre, et ben il y a c'est exactement ce moment de flottement là que vous pouvez voir parce qu'en fait on essaie d'apprendre sans avoir forcément de méthode précise alors qu'il y a des méthodes très efficaces qui existent. Mais du coup on se retrouve dans ce genre de situation là où on se demande comment je fais pour apprendre alors que ça devrait être très clair étant donné que c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Je sais pas. Coup de mémoire. J'ai une très bonne mémoire, ouais. C'est quoi les techniques que tu as pour apprendre n'importe quoi? J'ai toujours été comme ça. Alors là, Tu consommes un contenu c'est que enfant, je regardais une série qui s'appelait Le Caméléon, Jarod. Ah. Et que je la regardais en boucle apparemment, mais comme un malade, et que je me prenais pour Jarod et pour le Caméléon, et ça explique beaucoup de choses. Et notamment Jarod, son super pouvoir, c'est sa capacité à apprendre n'importe quel métier super rapidement. Et c'est vrai que ça, c'est mon kiff absolu. Alors ça en effet ça peut être intéressant d'un point de vue de l'état d'esprit. C'est ce que j'aime faire avec les personnes que j'aide à apprendre justement, et notamment les étudiants comme j'ai pu le faire durant ces dernières années. D'abord avoir cette prise de conscience de dire que c'est possible en fait, que je peux apprendre beaucoup de choses, même si jusqu'à présent ça a toujours été compliqué, j'ai toujours eu besoin de répéter des centaines de fois une chose pour la retenir. Juste avoir ce premier déclic de se dire que c'est possible, de voir quelqu'un le faire, d'expérimenter de nouvelles techniques et voir que ça a une efficacité incroyable, juste ça déjà ça peut être un tout premier déclic et c'est important parce que si on part du principe que non moi je suis pas quelqu'un qui apprend, moi je suis pas quelqu'un qui a une bonne mémoire etc., automatiquement on commence déjà à se mettre des barrières avant même de rentrer dans le vif du sujet. Moi, je pense que en fait, tu as une technique de mémorisation que tu fais sans t'en rendre compte, qui est ultra puissante. Je pense que en fait, le fait d'être concentré sur le storytelling autant, une des techniques de mémorisation que tu apprends, c'est de faire des histoires. Donc, par exemple, les gens qui Yomi fait une petite confusion en fait entre deux choses. C'est deux choses différentes. La première chose, c'est mémoriser avec des histoires. Donc, par exemple, vous avez une suite de faits en chimie, par exemple, une réaction en chaîne. Il se passe telle réaction, ensuite telle réaction, ensuite telle réaction, etc. Et pour mémoriser cette suite de faits, vous créez une histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'histoire, tout simplement en mémorisation. C'est une technique qui est très très puissante. Mais là, en fait, c'est autre chose dont il parle, parce que les choses que Oussama mémorise, de base, ce sont des histoires en fait. Donc c'est pas une technique de mémorisation qu'il utilise, c'est qu'il mémorise des histoires telles quelles. Donc le fait de base, c'est une histoire. Et bien sûr, une histoire, c'est beaucoup plus facile à mémoriser de base. Mais il ne fait pas lui-même ce travail de dire je vais créer une histoire pour justement mémoriser ce fait-là, ou cette suite de faits. Parce que de base, ce qu'il mémorise, et d'ailleurs ce qu'il restitue aussi, c'est souvent des histoires. Donc juste petite, on va dire, confusion entre les deux, mais c'est vraiment pour être précis. Qui mémorisent par exemple des nombres, ce qu'ils vont faire, c'est que pour chaque nombre, ils vont donner un objet. Et après, ils vont s'imaginer une maison où ils rentrent, ils voient d'abord cet objet, ensuite celui-là. Donc en fait, ils se créent une histoire dans leur tête. Ous, je pense que quand il apprend des trucs, il se crée des... Alors ça, c'est autre chose. Le palais de la mémoire, c'est différent d'histoire. Du coup, c'est deux méthodes différentes. Mais je comprends l'idée. Il voulait vraiment parler de ces deux méthodes-là qui sont les plus célèbres en fait et les plus efficaces. Il retient toutes les histoires. Et ensuite, il les redit et ça fait qu'il se souvient de tout, quoi. En fait, et là du coup, d'après ce que je vois et d'après ce que je connais d'Oussama, je connais pas personnellement, mais d'après ce que je vois, d'après son contenu, il y a trois choses en fait qui sont vraiment capitales pour lui et qui fait qu'il arrive à mémoriser justement autant de choses. La première chose, c'est que justement, il est passionné par ce qu'il apprend. Et ça le met tout de suite dans un état de concentration qui est très très haut quand il consomme une ressource. Donc par exemple quand il lit un livre, ou quand il va regarder une conférence, ou quand il va suivre une formation, etc. On voit que les sujets dont il parle, c'est des sujets qui le passionnent. Donc automatiquement quand vous êtes dans ce mood-là et dans cet état d'esprit-là de passion et d'engouement et d'enthousiasme, votre état de concentration va être très haut. Vous allez entrer assez facilement dans l'état de flow, qui est le plus haut état de concentration. Et là, automatiquement, vous devenez une vraie éponge. La deuxième chose, je pense que c'est vraiment, il n'en a pas parlé ici, mais du coup, c'est vraiment ça pour moi la clé de sa mémorisation, c'est qu'il utilise parfaitement le cône de l'apprentissage et la pyramide de Dale. Alors parmi les bases de l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle le cône d'Edgar Dale. Alors en fait, on appelle ça aussi le cône de l'apprentissage, ça se structure un peu comme ça. Et à quoi est-ce que ça sert? Ça vous dit en fait combien de pourcentage d'informations vous vous souvenez en fonction de comment est-ce que vous avez appris, ou bien comment est-ce que vous avez consommé une connaissance. Donc typiquement, tout en bas de ce cône, on a le fait de lire. Donc par exemple, lire, vous allez retenir environ 10% de ce que vous avez lu. Si vous avez lu quelque chose, vous allez vous rappeler que de 10%. Si vous avez écouté ou vu quelque chose, vous allez vous souvenir d'environ 20%. Si vous avez écouté une démonstration de quelque chose, là on va être aux alentours de 30%. Si vous avez discuté avec une personne de ce sujet-là en particulier, alors là vous allez être encore plus haut et vous allez vous souvenir d'encore plus d'informations. Vous allez vous souvenir d'environ 50% de l'information.
ou là 50% du sujet, ou bien du livre, etc., etc. Si vous avez pratiqué, alors là, vous êtes encore plus haut. Là, on est dans la pratique, et là, vous allez vous souvenir d'environ 75%. Et enfin, le sommet de cette pyramide-là, la façon de faire qui vous permet de retenir encore plus de connaissances, et dans ce cas-là, 90% des connaissances, c'est le fait d'enseigner aux autres quelque chose que vous avez appris. Donc là, on est dans le fait d'enseigner, expliquer ou bien partager. Et là, on retient 90%. Et si vous remarquez bien, en fait, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà Oussama Ammar, je vous le dis pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, Oussama Ammar, c'est quelqu'un qui partage énormément. Là, par exemple, OpenAI a parlé de nouvelles features qu'ils allaient ajouter à leur intelligence artificielle. Donc, ils ont parlé de ça il y a 2 jours. Et je viens de voir tout à l'heure sur LinkedIn que Oussama Ammar allait faire une conférence justement pour parler de ces nouvelles features-là et de toutes les possibilités que ça allait apporter. Donc, vous voyez qu'en l'espace de 3 jours, il a consommé énormément de connaissances et il va les repartager tout de suite. Et c'est ça qui va faire qu'en fait, il va ancrer cette connaissance-là, parce que repartager, ça le fait situer automatiquement dans cette section en haut du code d'apprentissage qui lui fait retenir 90% de la connaissance. Donc il y a 2 choses. La première chose, c'est d'essayer toujours de partager ce que vous apprenez. Et ça va vous permettre d'ancrer la connaissance. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de rapprocher au maximum le moment où vous apprenez quelque chose et le moment où vous l'enseignez. Et d'essayer de faire un circuit le plus court possible entre ces 2 choses-là. C'est d'ailleurs ce que j'aime faire avec les personnes que j'accompagne. Toutes les semaines, on fait ce qu'on appelle une learning session. Donc pendant 2 heures, on apprend quelque chose ensemble. Chacun choisit un sujet sur lequel il souhaite monter en compétence. On apprend pendant 2 heures, en concentration maximale. Et à la fin des 2 heures, chacun doit restituer, réexpliquer ce qu'il a appris en 5 minutes à tous les autres. Et ça permet de se situer au sommet de cette pyramide-là et de retenir 90% minimum des connaissances. Et comme le disait Sénéca, lorsqu'on enseigne, on apprend. Et enfin, pour essayer d'être assez complet, le 3e secret, je pense, d'Oussama Ammar qui fait qu'il arrive à restituer autant de connaissances, et d'ailleurs ça il l'a dit dans certaines vidéos, certains audios, etc., c'est qu'il n'est pas forcément très regardant sur la précision des informations qu'il rapporte. Donc ça veut dire que ce qui compte surtout pour lui, en fait, c'est l'idée qu'il va transmettre, et pas forcément l'exactitude de l'histoire, du fait en question, etc., qu'il va essayer de rapporter avec précision. Quand on a une certaine marge de manœuvre et qu'on s'autorise une marge d'erreur, automatiquement on va plus se laisser aller, beaucoup plus partager. Okay, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est une chose qui l'aide aussi beaucoup à reparler énormément de ce qu'il a appris. Technique d'apprentissage pour mémoriser des choses ou... Ouais, t'en as plusieurs. Alors moi, là où j'ai aussi une bonne mémoire, c'est un peu abîmé là, récemment malheureusement, mais de base j'ai toujours une très bonne mémoire, ça m'a énormément aidé dans mon parcours scolaire, etc. Mais moi, alors ça déjà c'est discutable, le fait de dire j'ai une bonne mémoire de manière innée. C'est-à-dire que la mémoire, comme certains experts de la mémoire l'ont dit, il n'y a pas une bonne et une mauvaise mémoire. Il y a une mémoire entraînée et une mémoire pas entraînée. Donc si vous n'entraînez pas votre mémoire, elle ne va pas être utilisable, elle ne va pas être optimisée et vous n'allez pas pouvoir vous en servir correctement. Alors que si vous l'entraînez, là automatiquement ça va devenir facile, ça va devenir simple d'apprendre des choses, de les mémoriser, de les retenir, etc. etc. Mais c'est juste une question d'entraînement. Okay, l'inné et l'acquis ici balancent beaucoup plus du côté de l'acquis en termes de mémoire. Et d'ailleurs dans certaines disciplines, comme par exemple les championnats de mémoire, ça existe. En fait on se rend compte que la plupart des participants ne sont pas de base des personnes qui mémorisent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés avec cette capacité-là, c'est juste qu'ils ont appris des techniques. D'ailleurs, parmi les techniques qu'on a citées tout à l'heure, le palais de la mémoire et la méthode de l'histoire, ils utilisent d'ailleurs beaucoup le palais de la mémoire. Ils utilisent ces techniques-là, ils ont appris à les utiliser à la perfection, à les répéter, etc., etc., comme des athlètes, c'est des athlètes du cerveau, et du coup, derrière, ils peuvent mémoriser une énorme quantité d'informations. Mais de base, c'était pas des personnes qui se disaient avoir une bonne mémoire, c'est juste qu'ils ont entraîné cette mémoire-là et ils ont utilisé des bonnes méthodes. Si j'écoute un truc, je retiens assez bien. Si j'écoute et je fais un espèce de résumé, là, je retiens vraiment bien. Alors oui, si on écoute, après l'écoute, comme on l'a dit tout à l'heure, on va se situer autour de 20% maximum de rétention. Donc écoute seulement, vous n'allez pas retenir beaucoup. Okay, donc là c'est un peu ce qu'il dit, qu'il a besoin du coup derrière de soit résumer ou soit faire quelque chose pour justement faire monter ce pourcentage-là, parce qu'on n'est que à 20%. Et du coup, quand je suis en train d'apprendre quelque chose que j'ai vraiment envie de retenir, je vais sur Dynalist et je fais des listes qui structurent en fait ce que je suis en train d'apprendre. Et Dynalist, c'est super bien pour ça, ça te permet de tout faire en liste et en fait ça me fait... Alors Dynalist, je connais pas, on va aller voir ça ensemble. Dynalist. Ok, alors à quoi est-ce que ça ressemble Ok, bon, ça a l'air d'être quelque chose de très linéaire. Donc là sur ce coup, je vais pas trop confirmer ce qu'il dit et je vais surtout pas vous encourager à faire ça. C'est quoi le problème en fait de prendre des notes de manière linéaire comme ça? C'est que de base votre cerveau il n'est pas structuré de manière linéaire. Votre cerveau c'est un ensemble de neurones et ça forme un réseau. Chaque neurone est connecté à plusieurs autres neurones. Donc c'est une histoire de connexion. Une prise de notes qui est linéaire, elle n'est pas du tout adaptée à la structure de votre cerveau. Le cerveau a une pensée radiante, une pensée globale et une pensée qui est interconnectée. Et c'est pas du tout le cas avec des listes. C'est pour ça d'ailleurs que le mind mapping, c'est une prise de notes qui est extrêmement efficace parce qu'elle est adaptée à la structure du cerveau. Là, vous n'allez pas retenir grand chose, vous n'allez quasiment rien retenir avec des listes. Une structure linéaire comme ça, et en plus, toutes vos notes vont se ressembler parce que c'est une liste de choses.
Donc toutes vos notes se ressemblent. Donc si elles se ressemblent physiquement, elles vont se ressembler aussi dans votre tête et du coup votre cerveau ne fera pas la différence entre les différentes notes, entre les différents livres, entre la note de ce livre-là et de ce livre-là, etc. Parce que c'est toutes les mêmes en fait. C'est une liste noir sur blanc. Donc tout est pareil. Donc automatiquement que vous avez besoin de retrouver une information, en fait dans votre cerveau toutes les feuilles ce sont les mêmes. Donc imaginez aller dans un bureau où vous avez 10 000 feuilles, c'est les mêmes feuilles quasiment, c'est toutes des feuilles blanches avec une liste écrite en noir dessus. Allez chercher quelque chose là-dedans. Alors, vous n'allez pas le trouver. C'est pareil avec votre cerveau. Donc là-dessus, Yomi, je peux pas te soutenir. Donc Yomi, si tu veux apprendre efficacement et arrêter de apprendre avec ces genres d'erreurs aberrantes qui vont te fatiguer pour rien et qui vont juste te donner l'illusion d'apprendre, tu peux me contacter et on verra ça ensemble. Une espèce de mind map. Et quand c'est fait, genre, le truc est dans mon cerveau. Alors non, c'est pas du tout une mind map ce que ça fait. C'est pas du tout une mind map. On l'a vu. Regardez, on a vu ensemble. Voilà ce que ça fait en fait. Alors on va aller voir peut-être les features. On va essayer d'avoir le bon soupçon et de se dire que peut-être il y a une feature qu'on n'a pas vue et qui crée une mind map. Donc ça a l'air de ressembler à une mind map. En fait, c'est juste le lien entre plusieurs notes. Donc une mind map dans une seule note, c'est pas le cas. Donc non, c'est pas une mind map. À moins que Yomi ne sache pas ce que c'est exactement qu'une mind map. Je pense qu'il fait vraiment erreur ici. Donc on parle pas du tout de la même chose. Et ensuite, si j'ai vraiment envie de retenir, j'apprends le concept, je crée une anecdote ou une histoire ou une comparaison par rapport au concept. Et après, la dernière étape, c'est que je l'ai dit dans un TikTok ou un podcast. Donc en fait, il y a pas mal de TikTok qu'on a fait ensemble. Vous pouvez voir, la structure, c'est souvent, je prends un truc intéressant. En fait, t'as pas forcément besoin de créer une histoire si tu veux derrière juste l'enseigner. Si tu veux retenir la chose, juste l'enseigner en fait ça suffit. T'as pas besoin de créer plein d'étapes intermédiaires comme ça, de te dire ah je vais faire un palais de la mémoire ou bien je vais faire la méthode de l'histoire, créer une histoire et ensuite l'enseigner. Non, tu peux l'enseigner directement et là tu tombes tout de suite tout en haut de la pyramide de Dale directement. Donc c'est pas la peine dans l'apprentissage, essayez de limiter un maximum le nombre d'étapes que vous avez. Parce que plus vous allez avoir d'étapes, plus moins vous aurez envie d'apprendre, plus il y aura de friction en fait. Donc l'idée, encore une fois comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de passer le plus vite possible du moment et de l'étape où vous apprenez la chose au moment et à l'étape où vous l'enseignez, sans mettre forcément plein d'étapes intermédiaires entre les deux. Okay. Donc si tu l'enseignes et tu as l'occasion de l'enseigner, enseigne-le directement, sans créer de liste ou je ne sais quoi entre les deux. Même souvent un truc intéressant et contre-intuitif, et je l'explique à travers une métaphore, une comparaison ou une histoire. Et ça, c'est la meilleure manière de retenir la chose, et c'est aussi une très bonne manière de faire des TikTok virales. Donc je fais d'une pierre deux coups. Et c'est aussi une très bonne manière d'apprendre les choses aux gens. Et en fait, Ous le fait intuitivement souvent quand il parle. En fait, là, il y a deux choses différentes. Il y a la compréhension d'un concept et il y a la mémorisation d'un concept. Et il y a beaucoup de personnes qui font justement l'amalgame entre les deux et ils pensent que comprendre, c'est mémoriser, etc., etc. C'est deux choses différentes. Et pour chacune de ces choses-là, chacun de ces concepts-là, en fait, il y a des méthodes qui sont différentes. Là, ce qu'il vient de dire, et quand il disait justement je crée une métaphore ou bien j'essaie justement de trouver un exemple, etc., etc., là, on ne parle pas de mémoire. On ne parle pas de mémoriser quelque chose. Ça ne va pas beaucoup t'aider à mémoriser plus la chose, mais ça va t'aider à mieux la comprendre et à mieux la cerner. Alors en effet, mieux on comprend la chose, ça va aider derrière pour mémoriser, mais ça, c'est pas la meilleure façon de mémoriser. En effet, c'est une des meilleures façons de comprendre, mais c'est pas la meilleure façon de mémoriser. Okay. Donc bien faire la différence entre est-ce que j'ai besoin de comprendre un concept ou est-ce que j'ai besoin de le mémoriser, ou bien les deux. Mais chacune de ces deux choses-là a ses méthodes particulières et a son approche particulière. Moi, j'avais fait beaucoup de recherches sur le sujet quand j'étais étudiant. Je voulais savoir comment apprendre, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Alors là, déjà, c'est une belle vivacité d'esprit, parce que la plupart des étudiants ne se posent jamais cette question-là, en fait. Ils se disent juste que les études, c'est de la souffrance, il faut juste, faut mettre sa vie entre parenthèses, il faut souffrir, etc., etc. Et j'ai d'ailleurs déjà eu, pour l'anecdote, des remarques de ce genre-là, d'étudiants qui me disaient non, mais il n'y a pas de méthode, en fait, c'est juste, il faut bosser, c'est tout. Donc là, il a cette vivacité d'esprit-là de se dire, quand il était étudiant, de se dire, ok, comment est-ce que je peux améliorer mon apprentissage. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec plus de 2000 étudiants jusqu'à aujourd'hui. Il y avait deux techniques qui m'avaient marqué et qui m'ont beaucoup aidé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est Active Recall et Space Repetition. Tu connais ? Ouais, j'ai jamais utilisé. Tu l'as jamais utilisé ? Presque jamais. Mais justement, c'était un peu mon kiff à l'école de réussir à bien retenir sans utiliser ça. Ah. Même si, Alors là, c'est en effet deux concepts très très intéressants durant les études. Active Recall, c'est une approche de l'apprentissage pour mémoriser en fait. À quoi est-ce que ça sert ? Et vous allez voir qu'en fait, il va y avoir un gros lien avec ce qu'on a dit déjà jusqu'à maintenant. C'est que Active Recall, c'est ce que j'appelle le rappel actif. Donc pour mieux retenir la connaissance, on essaie de la restituer. Donc par exemple, un étudiant, il apprend son cours de quelconque façon, et ensuite pour s'assurer et pour ancrer vraiment sa mémorisation, il va le restituer. Et ensuite le deuxième concept qu'il a cité ici, donc Space Repetition, c'est les révisions espacées, c'est-à-dire réviser son cours à un moment très très précis en fonction des courbes du cerveau. On va voir s'il en parle juste après. Enfin, je l'ai testé, ça marche de ouf, mais c'est chiant. Ouais, ça demande une organisation en fait. Ouais. Alors en effet, donc là, je vais du coup rentrer un petit peu dans le détail pour qu'on comprenne justement pourquoi est-ce que c'est aussi fatigant d'utiliser ça. Space Repetition, c'est très fatigant.
C'est très fatigant parce que c'est très connu dans le monde étudiant. La plupart des étudiants appellent ça la méthode des J. Donc vous apprenez votre cours en fait à J0. Du coup, le premier jour où vous voyez votre cours, vous avez suivi un cours, et ben ce jour-là, vous l'apprenez. Ensuite, vous le révisez le lendemain à J1. Vous le révisez encore une fois à J7. Ensuite, vous le révisez encore une fois à J14. Donc à 14 jours après avoir révisé la première fois. Etc. etc. Et en fait, l'idée, c'est de court-circuiter l'oubli du cerveau. Parce que de manière naturelle, votre cerveau oublie. Et il oublie en fait avec un certain cycle. L'idée, c'est qu'avant que votre cerveau oublie, vous lui mettez une piqûre de rappel de ce cours-là. C'est comme si vous lui disiez « n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça », à des moments très stratégiques qui ont été justement déterminés par cette courbe de l'oubli, cette courbe d'Eminckhaus. Et l'objectif final, c'est de faire en sorte de faire entrer ce cours-là dans votre mémoire à long terme. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous dites à votre cerveau « n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça », il va comprendre que c'est quelque chose de vraiment important et que vous aurez du coup besoin sur le long terme, parce que vous l'avez restitué plusieurs fois, d'affilée et étalé dans le temps. Du coup, vous allez ensuite l'avoir dans votre mémoire à long terme, et ça, une fois que c'est dans votre mémoire à long terme, en général, vous l'oubliez jamais, vous pouvez en reparler de votre cours dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez être capable de le ressortir. Mais c'est très compliqué à mettre en place en termes d'organisation étudiante. C'est pour ça que, en effet, le concept, il est très, on va dire, il est très attrayant, il est très marketing, et surtout on va dire les résultats peuvent être très bons, mais en pratique, c'est très compliqué de le mettre en place. C'est pour ça qu'avec, notamment avec les étudiants que j'aide, je leur conseille pas forcément d'utiliser le Space Repetition parce que on se retrouve très très vite avec un programme où, par exemple, à J7, en fait, vous allez avoir des cours qui vont être en conflit. Et du coup, il y a plusieurs cours qui vont tomber un même jour. Donc, si vous vous retrouvez à un jour où vous êtes censé réviser 5 ou 6 cours et que vous êtes en médecine, c'est assez compliqué à mettre en place en pratique. Et il y a des méthodes pour contourner un petit peu ça et faire en sorte d'avoir des résultats qui sont similaires. Tu sais que généralement, quand tu veux mémoriser un truc à l'école, tu vas faire une fiche. Et quand tu as fini de faire ta fiche, tu as l'impression de l'avoir mémorisé parce que tu as réécrit les concepts. Ouais, ça, du coup, fiche de révision, c'est une escroquerie. Je vous le dis, faire une fiche de révision, c'est juste se donner bonne conscience. Je ferai une vidéo sans doute dédiée à 100% sur les fiches de révision et vous montrer en quoi, en fait, c'est surtout de la perte de temps. Et d'ailleurs, ça a été montré par plusieurs études. Donc, clairement, ce qu'il vient de dire, c'est totalement vrai. Ça vous donne juste, en fait, l'impression d'avoir appris. Ça vous donne bonne conscience parce que vous avez fait quelque chose, vous avez fait une fiche, vous vous dites, j'ai résumé mon cours, etc., etc. Mais en fait, c'est une illusion. Et les résultats derrière sont pas présents. Mais si tu reviens dessus une semaine après, tu peux pas ressortir ce que tu as écrit sur ta fiche. Parce que la méthode n'est pas bonne pour vraiment l'ancrer dans ton cerveau. Ce qui va faire qu'une information va s'ancrer dans ton cerveau, c'est que tu vas la chercher avec fréquence. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as appris, que tu l'as enregistré, tu vas faire l'effort de te poser des questions autour de ce sujet-là. Donc, au lieu d'apprendre mot à mot un texte, tu vas chercher à répondre à des questions liées à ce texte-là. Et tu vas le faire à une certaine fréquence. Donc, par exemple, les étudiants en médecine, généralement, ils ont une technique d'apprentissage qui est J0, J1, J7, J14. Ils vont espacer les questions qui se posent pour des QCM ou autres à une certaine fréquence. Donc, le premier jour, le lendemain. Parce que ta mémoire, il y a une courbe. Ah ouais, c'est déter ça quand même. Ouais. C'est ultra chiant. C'est une vraie méthode qu'il faut mettre en place. Mais il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Il y a des courbes qui montrent à quelle vitesse tu oublies l'information. Faire une fiche. Alors en fait, en effet, juste l'oublier de l'information, je vais vous mettre justement la courbe maintenant. Vous allez voir que si vous voyez juste vous écouter un cours aujourd'hui, et ben en fait, très rapidement, vous vous retrouvez avec 5% de rétention. Et d'ailleurs, ça, on peut faire le parallèle aussi avec la pyramide de Dale de tout à l'heure. Parce que là, vous êtes tout en bas de la pyramide de Dale. Vous avez juste écouté un cours ou assisté à un cours. Ouais. Non, en fait, t'es pas obligé de faire des fiches. Justement, ce que je t'explique, c'est que tu peux te poser des questions sur un sujet et le fait de répondre à ces questions avec fréquence te fait mieux apprendre le sujet que d'écrire des fiches. Écrire des fiches, c'est plus une perte de temps. Ah, c'est cool, il l'a dit, donc bravo, parce que la plupart des étudiants vont crier en entendant ça, mais en effet, les fiches de révision, c'est surtout de la perte de temps. Après, moi justement, il y a pas mal de personnes qui faisaient ça à l'école, mais si t'as une bonne mémoire et que t'as la chance, juste tu bourrines les 3 jours d'avant. Alors ça, je ne conseillerais pas du tout à tous les étudiants. Il y a plusieurs problèmes à ça. D'abord, vous allez être dans une situation de bashing, où vous allez du coup devoir apprendre un maximum d'informations, mais dans un temps très restreint. Et du coup, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que vous allez vous mettre dans un état de stress et d'anxiété qui va être incroyable. Et quand vous êtes dans un état de stress et d'anxiété très haut, automatiquement votre cerveau se bride. Et un cours que vous auriez pu apprendre en 30 minutes, 1 heure, étant donné que vous êtes stressé, anxieux, vous allez l'apprendre peut-être en 3 heures, 4 heures. Ça va automatiquement allonger et vous ralentir un maximum. Donc n'attendez surtout pas le dernier moment comme ce qui vient de préconiser, loin de là. Et en plus, le deuxième gros problème de ça, c'est que derrière, vous allez faire votre examen, vous allez peut-être avoir une note qui va être correcte, en effet, mais du coup, le lendemain de l'examen, je peux vous garantir que vous vous souvenez de plus de rien. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté ça. Et si vous voyez les études juste comme une note et non pas comme des connaissances et un savoir que vous allez pouvoir appliquer et que vous allez pouvoir utiliser par la suite, n'utilisez surtout pas cette façon de faire. Je te jure, franchement, j'ai l'impression que ça marche presque mieux. Mais je sais pas. Non, ça marche pas mieux par contre. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe que ça marche mieux. Pourquoi est-ce que ça marche pas mieux? Parce qu'en fait, si vous avez révisé régulièrement pendant tout le semestre, pendant tout le trimestre, déjà, vous êtes très bas dans la digestion de la connaissance. La connaissance, vous l'avez digérée en fait. Vous êtes plus à l'étape de la découverte, vous êtes à l'étape de l'approfondissement, voire de l'expertise. Et le deuxième gros avantage, c'est que le jour de l'examen, vous n'êtes pas stressé et anxieux. Et quand on n'est pas stressé et anxieux, on est lucide. Du coup, les questions, vous les lisez de manière lucide. Vous répondez aux questions de manière lucide. Et vous ne vous précipitez pas. Et du coup, derrière,
les petites questions subtiles pour lesquelles on va perdre 1 point, 2 points, 3 points, etc., alors qu'on aurait mal répondu si on était stressé, là, vous êtes lucide, vous allez répondre correctement. Vous savez, c'est le genre de question où, plus tard, quand vous recevez votre examen, vous recevez votre note et vous regardez le corrigé, vous vous dites « Mais cette question, c'était évident que c'était ça. » Et bien en fait, c'est parce que vous n'étiez pas lucide sur le moment. Donc non, le bashing, c'est loin, loin, loin d'être plus efficace que le fait de réviser régulièrement. Là, je crois que- Tu l'as dans ta mémoire Non, à mais court je crois terme. que- Ouais, après, ouais, c'est ça. En fait, ça marche pour le jour du test. Ouais. Et après, t'oublies tout. Ouais. Mais vu que moi, mon but, c'était juste de passer les examens, je faisais ça. Et ton autre méthode? Donc la première méthode c'est active recall, c'est ce que je te dis, c'est se poser des questions et aller chercher l'information de toi-même dans ton cerveau pour qu'elle s'ancre. Ouais. Et la deuxième Space c'est space repetition. repetition, c'est effacer Space espace. repetition. Ok. Ouais, c'est Donc, c'est S- les deux en même temps, c'est ça. Exactement. Tout te fait. Alors là, du coup, il a fait pareil, une petite confusion un petit peu comme tout à l'heure. Pour lui, active recall, c'est se poser des questions. En fait, l'active recall, donc le rappel actif qu'on a dit tout à l'heure, le rappel actif de base, c'est l'idée de restituer la connaissance, essayer de la faire ressortir de votre tête. Et après, avec cette idée-là, il y a plusieurs variantes possibles, il y a plusieurs types d'applications possibles. Donc vous pouvez le faire par exemple avec une feuille blanche. Vous prenez une feuille blanche et vous dites, ok, je vais essayer de redessiner tout mon cours dessus. Un maximum de choses que je me souviens de mon cours. La deuxième chose, c'est par exemple se poser des questions. En effet, comme il a dit tout à l'heure, utiliser des flashcards par exemple, question-réponse, et passer son temps en fait juste à se poser des questions et y répondre, etc., etc. Et bien ça aussi, c'est du rappel actif. C'est une méthode, c'est une application du rappel actif. Mais le rappel actif ne se limite pas qu'à ça. Le fait d'enseigner et de partager, c'est du rappel actif. Donc, en fait là, vous voyez qu'il y a du coup une sorte de contraste entre le présentateur du coup qui parle de cette méthode-là et quelqu'un qui applique cette méthode-là qui est Oussama Amar en fait. Mais il ne le sait pas. Parce que lui, il l'enseigne, et c'est clairement du rappel actif, l'enseignement. Et c'est ce qui nous amène aussi à 90% de rétention derrière. Enseigner, là aussi, c'est une façon de faire du rappel actif. Mais le rappel actif ne se limite pas juste au fait de se poser des questions. Ça, c'est un type de rappel actif. Fais pas ça, tu fais aucun des deux. Non. Et pourtant, il ouais. Là, c'est vraiment intéressant. On va remettre le passage. Et la deuxième c'est space repetition, c'est effacer Space espace. repetition. Ok. Ouais, Donc, c'est c'est les deux en même temps, c'est ça. Exactement. Mais toi, tu fais pas ça, tu fais aucun des deux. Non. Et pourtant, il ouais. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas de leur faute parce que c'est pas leur domaine d'expertise. Là, Yomi vient de dire, en fait, tu vois, Oussama, il fait aucun des deux, et pourtant, il retient super bien. Mais en fait, Oussama, il fait les deux. C'est juste qu'il le sait pas. Comme on l'a dit, le rappel actif, il le fait parce qu'il enseigne énormément. Comme je vous l'ai dit, l'exemple de tout à l'heure, il écoute une conférence ou bien il se forme sur un sujet en 2-3 jours, et le lendemain, peut-être, il va faire une conférence pour parler de ce sujet-là et l'expliquer à des gens. Donc ça, c'est quoi? C'est du rappel actif. Et la deuxième chose, c'est que ce sujet-là, et ben après, il va pas juste en parler pendant cette conférence-là. Il va en parler pendant cette conférence, il va en reparler ensuite pendant un autre podcast, il va en reparler ensuite peut-être dans une autre vidéo YouTube, etc., etc. Il va en reparler peut-être dans un post LinkedIn, etc., etc. Et ça, c'est une sorte de space repetition aussi. Donc clairement, c'est ces deux méthodes-là qu'il utilise, c'est juste qu'il est pas au courant. Ouais, c'est fort. Donc, hein. mais après- peut-être qu'il y a quelque chose dans les Oui, chaînes. donc ça, Je pense que la Et du coup, ça nous amène à ce genre de conclusion-là. Et ça, c'est assez incroyable. Et ça me fait toujours un peu bondir. Parce que là, vous voyez que lorsqu'on n'a pas des connaissances qui sont suffisamment solides sur un sujet, ça nous amène à une conclusion qui va être bancale, voire qui va être complètement fausse. Là, vous voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le présentateur, du coup, cite les deux méthodes, les deux semblants de méthodes, on va dire, familles de méthodes qui sont les plus efficaces finalement pour apprendre. Yomi pense que Oussama n'utilise pas ces méthodes-là, et pourtant, Oussama les utilise sans le savoir. Et du coup, Yomi se dit, mais en fait, il les utilise pas, donc peut-être que ça vient des gènes. Donc vous voyez, tout l'enchaînement, il est vraiment intéressant, et quand on n'a pas forcément le bagage nécessaire dans un domaine particulier, et qu'on en parle, et qu'on essaie de tirer des conclusions dans ce domaine-là, on arrive à ce genre d'aberration, désolé, mais c'est le cas, et ensuite notre pensée devient biaisée. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, ce genre de podcast, je navigue toujours en fait dans la liste des sections. Je n'écoute jamais en fait un podcast comme ça en entier lorsqu'il y a plein de sujets comme ça qui sont abordés, parce qu'en fait, les personnes qui vont intervenir ne sont pas compétentes dans tous les sujets. Elles sont compétentes que dans certains sujets. En général, moi, quand j'écoute, par exemple, ce podcast-là de Sans permission de Yomi Oussama, je vais tout de suite aller voir en fait des sections pour lesquelles je les considère comme étant compétents, à savoir le business. Donc je regarde ces sections-là seulement. Et ça va concerner peut-être que 15% du podcast. Et ensuite, tout le reste, je considère qu'ils ne sont pas forcément compétents. Donc là, par exemple, pour la mémoire et l'apprentissage, certains vont peut-être écouter cette partie-là, ils vont penser peut-être certaines choses, mais en fait, c'est à côté de la plaque. C'est clairement à côté de la plaque. Et ça, c'est ce que je conseille aussi aux personnes que j'accompagne. Toujours sélectionner un contenu de qualité lorsque vous voulez monter en compétence sur un domaine. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. Il y a ce que j'appelle le junk knowledge et le healthy knowledge. La connaissance junk food, la connaissance fast food et la vraie connaissance qui est saine. Dirigez-vous toujours vers la connaissance saine. Là, si vous écoutez par exemple, désolé Yomi et Oussama, c'est tombé sur vous, mais si vous écoutez Yomi et Oussama pour voir et penser apprentissage, etc., ben en fait, vous allez tomber du coup dans ce genre de biais malheureusement. La curiosité naturelle aide Moi, je beaucoup. pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Pourquoi tu me dis ça Comme le QI, par exemple. Ouais. Et je pense que la curiosité Et là, il a fait le lien avec le QI. Vous voyez? Et du coup, ça l'a conforté dans son idée que le QI est quelque chose de solide, etc., etc. Chose dont on parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais vous voyez que
Tout cet enchaînement en fait de faits et d'incompréhension et d'ambiguïté et du coup de manque de compétences amène à ce genre de conclusion. Curiosité aide beaucoup. Je pense que tu dois être curieux naturellement. il Ça, fait le truc, ouais. Ouais, ça, si. Alors oui, clairement, la curiosité, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, il est à attention maximale quand il apprend quelque chose. Il est passionné, il est curieux, il veut vraiment apprendre. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que apprendre, c'est une des choses peut-être qu'il préfère dans sa vie. Clairement. Apprendre, ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable quand vous allez goûter à ça. C'est quelque chose d'incroyable et c'est quelque chose qui vous nourrit énormément. Peut-être que c'est l'activité qu'il préfère le plus dans ses journées. Donc ça m'étonnerait même pas que ce soit le cas. Parce que être curieux à ce point et pouvoir apprendre autant de choses, il faut d'abord aimer apprendre. Et pour aimer apprendre, il faut d'abord avoir ressenti ce plaisir de l'apprentissage. Aimer. Kiff, c'est sûr que. Moi, il n'y a rien qui me rend. De toute façon, dans l'ordre, ce qui me rend le plus heureux au monde, devant tout, c'est apprendre quelque chose. Ok. Moi, quand quelqu'un m'apprend un vrai truc, j'ai un sentiment de joie infini. Ça, c'est. Mais, il y a des rien ne me procure. Par exemple, si tu me dis, tu bouffes plus de sexe parce que sinon tu perds la capacité d'apprendre, je prends. C'est très fort et c'est la stricte vérité. Apprendre, c'est quelque chose d'incroyable. Et de toute façon, si vous êtes cette vidéo-là, j'imagine que vous aussi, vous aimez apprendre, vous aimez le savoir et vous aimez justement creuser les sujets qui vous passionnent. Apprendre, c'est lié à la dopamine et à une autre hormone, je crois, enfin un neurotransmetteur. Et du coup, ton état pendant que tu apprends et après que tu apprends va influencer à quel point tu mémorises la chose. Donc typiquement, le fait d'avoir de l'excitation ou des émotions positives directes pendant ou après avoir appris, ça augmente la rétention. Et même carrément, apparemment, tu apprends un truc, genre imagine, tu fais 1 heure de lecture, tu vas te faire une douche froide après ou un bain froid après, et ça augmente pas mal La capacité de ta rétention. capacité de rétention des trucs. Moi, Alors là, du coup, pour rendre justice à Yomi, là, c'est tout à fait vrai, ce qu'il vient de citer. Apprentissage, ça va sécréter dans votre cerveau les hormones qui sont liées au plaisir, justement. Et du coup, après l'apprentissage, ce qui est incroyable, c'est que ces hormones-là continuent d'être sécrétées dans le temps. Elles ne s'arrêtent pas directement à la fin, comme par exemple une distraction qui pourrait vous fournir du plaisir dans l'immédiat, par exemple jouer à un jeu vidéo, par exemple regarder un contenu qui est divertissant, ça vous donne tout de suite une piqûre en fait de plaisir. Par contre, dès que vous arrêtez cette activité-là, ce plaisir-là s'arrête. Alors que l'apprentissage, c'est quelque chose de très 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 continu et de très linéaire. On apprend, on prend du plaisir de plus en plus, et même quand on arrête, et c'est d'ailleurs surtout quand on arrête que, waouh, on se rend compte qu'on souffle un bon coup, on se dit, on regarde tout ce qu'on a appris, et on se dit en fait c'était incroyable. Et on se rend compte en fait du progrès incroyable qu'on a fait juste en lisant par exemple 1 heure ou 2 heures et de tout ce qu'on a appris et de notre façon de voir le monde qui a complètement changé. Moi, je trouve ça incroyable. La joie d'apprendre. Ouais. Il y a des Ah, trucs tout con, genre mais tu tu sais, apprends ton truc et tu fais ouais, et tu retiens mieux. Mais moi, je fais ça. Mais moi, je fais ça. Ah ouais. Mais moi, quand j'ai appris un truc, je suis en Gagner la Coupe du Monde. danse de la victoire. Et... Non, bah, si. Alors je sais que dans cette vidéo finalement on a parlé un peu de plein de sujets un petit peu dans tous les sens. Donc si vous voulez avoir un process complet et une méthode complète pour savoir comment apprendre de manière efficace, de manière rapide et de manière profonde un sujet, j'ai tourné une vidéo entière sur mon process, sur comment est-ce que j'ai fait pour lire, prendre des notes, comprendre et appliquer un livre de 450 pages en l'espace de 48 heures. Donc cette vidéo elle est entièrement gratuite, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo là. Vous cliquez sur le lien et vous allez arriver à cette vidéo privée et qui vous montre en détail tout le process que j'ai suivi et comme ça vous pourrez l'appliquer pour la prochaine chose que vous voudriez apprendre efficacement. C'était Issa, à bientôt.